Intuit sort d'un exercice fiscal 2026 particulièrement solide, mais les prochains exercices devraient marquer un changement de rythme au sein de cette compagnie. Alors, ceci n'est que mon point de vue, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Qu'est-ce que je peux retenir ici après la publication des rapports financiers ici de Intuit, donc après avoir lu et écouté les conférences call? Voici ma conclusion. Celle-ci n'engage que moi, d'accord? Avant de tirer la vôtre ici, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences call. Alors, comme je disais tantôt, cette compagnie ici a eu de très bons résultats, mais les prochains exercices ici devraient marquer ici un changement de rythme. Donc, après une croissance du chiffre d'affaires de l'orgue ici de 13,9%, 14, disons 14% en 2026, les revenus devraient progresser, et ça c'est en termes d'estimation ici, de 9% pour 2027 et 8% à peu près par là environ en 2028. À première vue, le ralentissement est évident. Mais derrière cette décélération se cache surtout une entreprise dont les différentes activités évoluent désormais à des vitesses très différentes. Alors, le principal moteur reste ici GBS, qu'on appelle ici Global Business Solution, qui est un segment, d'accord? Donc, le segment a enregistré une croissance ici de 16% pour atteindre 12,9 milliards de dollars de revenus, portés notamment ici par la demande des entreprises de taille intermédiaire. QuickBooks Online Advanced et Intuit ici Enterprise Suite ont progressé à peu près de 38%, ce qui confirme qu'Intuit parvient progressivement à étendre sa présence au-delà des très petites entreprises. Donc, Crédit Karma reste également bien orienté avec une croissance de près de 20% de ses revenus. Alors, le problème se situe surtout du côté de TurboTax DIY, Do It Yourself. Fais-le toi-même, si vous voulez. Donc, une partie, je dis bien, et les mots sont importants, une partie des utilisateurs des solutions fiscales en libre service se tourne désormais vers des alternatives moins coûteuses. Intuit doit donc défendre davantage son offre d'entrée de gamme. J'ai bien dit entrée de gamme, notamment en ajustant ses prix. Quand on parle d'ajuster, c'est une baisse des prix, ok? En développant des partenariats avec davantage de fournisseurs de services de paie et en améliorant l'expérience utilisateur grâce au grand modèle ici de langage. Donc, cette stratégie, elle est importante. Attention. Mais elle n'est pas sans risque. Pour relancer l'acquisition de nouveaux clients, quand on parle d'acquisition, on achète les clients. L'acquisition, ça veut dire on va faire de la publicité. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit relancer l'acquisition, c'est ce que vous devez comprendre ici, budget publicité va augmenter. Donc, pour relancer l'acquisition ici de nouveaux clients, Intuit accepte probablement de sacrifier une partie de son efficacité économique à court terme. Le groupe devra donc démontrer qu'il peut reconstruire son funnel d'acquisition ici sans détériorer durablement la rentabilité de TurboTax. La nouvelle est que... pas la nouvelle, mais la bonne nouvelle est que les difficultés du segment DIY ne se retrouvent pas partout dans la franchise fiscale. C'est pour ça que j'ai dit une partie de TurboTax. Parce que dans TurboTax, vous avez TurboTax Live qui continue au contraire de progresser très rapidement. Encore une fois, les termes sont importants. Les revenus ont augmenté de 37%, tandis que le nombre de clients a progressé de 38%. Vous avez compris? Revenus augmentent de 37%, nombre de clients augmente de 38%. Donc, les revenus n'ont pas augmenté parce qu'on a augmenté les prix. Ils ont augmenté justement parce que les volumes de clients ont augmenté. Et ça, c'est intéressant. Donc, l'offre représente désormais 53% des revenus totaux de TurboTax. Donc, on veut dire ici que 47% des revenus, entre parenthèses, issus de TurboTax DIY sont à risque de manière générale. Donc, le 53% restant ici, c'est TurboTax Live qui est elle-même en accélération. Donc, c'est probablement l'un des éléments les plus importants à surveiller. TurboTax ne cherche plus simplement à vendre un logiciel fiscal. Le groupe pousse progressivement ses clients vers des services plus assistés, où il peut combiner technologie, données et expertise humaine. Si cette transition continue, TurboTax pourrait devenir une activité plus orientée vers les services financiers à forte valeur ajoutée. Je dis bien, si, et les termes sont importants ici, si cette transition continue,
TurboTax pourrait devenir une activité plus orientée vers les services financiers à forte valeur ajoutée que vers le simple logiciel en libre service. L'intelligence artificielle constitue un autre élément central de cette transformation. Plus de 3 millions de clients utilisent déjà les agents ici IA développés par Intuit, mais l'adoption n'est que la première étape. Le véritable enjeu sera maintenant de savoir si ces outils permettent d'augmenter la rétention. Important. Est-ce que ça permet d'augmenter la rétention? Le revenu par client, le revenu moyen par client, la productivité ou l'utilisation de plusieurs produits au sein de l'écosystème Intuit. Donc, est-ce que le panier moyen par utilisateur augmente? Sur ce point, l'entreprise dispose d'un atout difficile à reproduire. Vous avez lu l'analyse sectorielle ici, en tout cas pour ceux qui ont eu la chance de la lire ici, et avant que tout le monde pouvait le faire ici au mois de juillet. Maintenant, c'est uniquement les personnes qui sont dans le top premium qui peuvent encore la lire en date d'aujourd'hui. Et je rappelle que le bootcamp qui commence le 1er du mois d'octobre vous donne droit ici à 1 an d'abonnement dans le top premium. Et dans le top premium, je partage des analyses sectorielles. L'analyse sectorielle ici, c'est nous comme macroéconomie sectorielle. Donc, une industrie pareille. Vous savez que ça, c'est l'industrie des softwares. On en a parlé dernièrement. Je vous supplie littéralement depuis 1 an de vous intéresser à ce type d'entreprise. Allez plus loin que l'IA va nous tuer. J'espère que maintenant, vous me donnez tort ou raison. Merci beaucoup. Voilà. Et vous comprenez donc quel est l'avantage que Intuit peut avoir. Quel est l'élément que Intuit a que les autres compagnies n'ont pas. Ou bien quand on vous entendait que « Oh non, Perplexity, tu peux remplir tes taxes maintenant. » Non, mon ami. C'est pour les gens qui ont niveau 0 de complexité en termes de taxes. Eux, par exemple, dans TurboTax Live, ce sont des personnes qui ont pas des problèmes de taxes ici, mais qui ont une déclaration de taxes un peu plus complexe. Et donc, eux, ils ont toujours besoin d'assistance. Ils ne peuvent pas le faire juste tout seuls. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apprendre, mais ils n'ont pas déjà le temps. OK? Donc, cette offre-là est très... Je pense qu'on en avait parlé lors d'une note d'analyse précédemment. D'accord? Donc, je disais que dans la note d'analyse sectorielle, dans le segment des softwares, que vous allez retrouver ici, d'accord? Actuellement, on est en train de parler ici des rates. On a fait toute une note sur les rates ici dernièrement. Donc, les logiciels, vous voyez, le document est très long. J'ai justifié pourquoi ce segment d'activité ou bien ce type de logiciel ici est très bien positionné pour réussir. Quel type de logiciel est bien positionné, lequel n'est pas bien positionné. OK? C'est posé, ça ne chauffe pas. Donc, je continue ici. Alors, c'est la raison pour laquelle, sur ce point, quand je parle sur ce point ici, c'est par rapport à l'écosystème d'Intuit. Sur ce point, l'entreprise dispose d'un atout difficile à reproduire. Ces données. Intuit intervient simultanément dans la comptabilité, la fiscalité, le crédit, les paiements et la gestion financière des petites entreprises. Cette profondeur de données pourrait rendre des agents IA plus pertinents que des outils généralistes. Encore faut-il transformer cet avantage théorique en gain économique mesurable. Donc la rentabilité reste pour l'instant particulièrement solide. On est d'accord. On sait également ce qu'on doit observer. Donc la marge opérationnelle, par exemple, non GAAP, c'est important de préciser, est passée à peu près de 40,2% en 2025 à 41,7% en 2026. Intuit a également annoncé une réduction de 17% de ses effectifs afin de simplifier son organisation et de réallouer davantage de ressources vers ses priorités stratégiques. Le groupe cherche également à réduire progressivement la rémunération en actions. Celle-ci représentait à peu près 9,6% du chiffre d'affaires et devrait revenir autour des 9% d'ici 2028, puis aux alentours des 8% en 2030. Pour les actionnaires, cette évolution est importante. Une croissance élevée est beaucoup plus attractive lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une dilution excessive. La génération de trésorerie reste également l'un des principaux points forts du dossier. Intuit a généré 8,8 milliards de dollars de cash flow opérationnel en 2026, contre 6,2 milliards l'année précédente. Bien sûr, ça prend en considération les SBC sont inclus dans ce chiffre-là, attention. Donc le bilan reste solide avec environ 7,2 milliards de dollars ici de trésorerie pour 7,7 milliards ici de dette de dette totale, dont en réalité elle n'a presque pas de dette quand on prend en considération la dette nette ici. Donc cette puissance financière permet à l'entreprise de continuer à investir dans sa croissance tout en rachetant ses propres actions.
Intuit a consacré à peu près 5,5 milliards de dollars ici au rachat d'actions en 2026, réduisant d'environ 2% le nombre ici d'actions en circulation. Donc le cœur du dossier ici est donc assez simple. Intuit n'est pas confronté à une faiblesse généralisée de son modèle économique. Je répète, Intuit n'est pas confronté à une faiblesse généralisée de son modèle économique. Le problème est beaucoup plus concentré. TurboTax DIY ralentit et oblige l'entreprise à revoir son approche commerciale, tandis que plusieurs activités stratégiques continuent de croître beaucoup plus vite. Vous avez le mid-market, TurboTax Live, Crédit Karma et les solutions basées sur l'intelligence artificielle. La question centrale pour les prochaines années ici sera de savoir si ces nouveaux moteurs peuvent devenir suffisamment importants pour compenser le ralentissement des activités historiques. Si TurboTax Live continue de gagner du poids, si Intuit Enterprise Suite s'impose davantage auprès des entreprises de taille intermédiaire et si les agents IA améliorent réellement la monétisation de l'écosystème, le ralentissement actuel pourrait simplement représenter une phase de transition. À l'inverse, si la pression concurrentielle dans TurboTax DIY s'intensifie et oblige Intuit à multiplier les baisses de prix et les dépenses d'acquisition, la croissance pourrait devenir plus coûteuse et moins prévisible. Donc les principaux risques restent donc la pression concurrentielle sur les offres d'entrée de gamme, une demande plus faible pour les nouveaux produits, un environnement de crédit défavorable pour Crédit Karma, une adoption insuffisante des services assistés et les risques de cybersécurité liés à la quantité considérable de données financières gérées par l'entreprise. Pour Intuit, le véritable test ne sera donc pas simplement de maintenir une croissance proche des 9%. Il sera de démontrer que son modèle peut continuer à évoluer vers des activités plus complexes, plus intégrées et potentiellement plus difficiles à remplacer, tout en préservant la puissance économique qui a fait la qualité historique ici de l'entreprise. Donc globalement, quand moi j'écoute, je sors de là avec un sentiment, voilà, je suis plutôt neutre de manière générale. Je ne suis pas pessimiste. L'optimisme reste toujours ici. Je dirais, je pourrais dire que je suis optimiste, mais la raison pour laquelle je ne dis pas je suis plutôt positif ou quoi que ce soit ici, je préfère dire neutre, c'est parce qu'il y a des points à observer de manière générale. De façon, globalement, je sors généralement neutre. De façon. Donc, il y a des points à observer. On regarde, ok, vous réduisez le nombre de le personnel, vous allez augmenter ici la publicité et vous allez peut-être baisser les prix dans un segment. Ce segment-là, il représente quand même une quarantaine de pourcents ici au niveau du TurboTax, qui n'est pas à négliger quand on prend l'ensemble ici. Grosso modo, l'impact sur le revenu pourrait être compréhensible. Mais alors, la stratégie adoptée à court terme a du sens, mais on va continuer à observer. Est-ce que ça permet de générer donc du résultat? D'accord? Mais ça reste une belle entreprise. Maintenant, au prix actuel, j'ai déjà fait une vidéo sur cette compagnie il y a quelques temps. Tapez juste Intuit, vous prenez la vidéo, l'une des vidéos les plus récentes. Si ma mémoire est bonne ici, on a parlé d'Intuit. Donnez-moi juste un instant. Intuit ici, parce que je sais que généralement, les gens veulent savoir est-ce que c'est sous-évalué ou pas du tout. Ce n'est pas la partie la plus importante, les amis. Est-ce que vous comprenez le business? La dernière fois, on a parlé d'avantages concurrentiels d'Intuit. Vous avez vu qu'ils sont encore en place de manière générale. Globalement, on est sorti de là avec un élément positif par rapport à la valorisation. Ça représentait quelque chose d'intéressant au prix actuel. Vous pensez réellement qu'entre le 14 du mois de août et le 27 du mois de août, le business est devenu... la valeur a changé, a complètement capoté? Non. C'est la même chose, si ce n'est plus que ça. Donc maintenant, si tu détiens du Intuit, la vraie question, c'est est-ce que je comprends le business? Est-ce que je comprends la stratégie? Quelles sont les opportunités de croissance? Où sont les risques? Quand je pèse le pour et le contre, est-ce que j'ai envie de prendre le risque de continuer à investir sur cette compagnie? C'est ça qu'un investisseur se pose comme question. Les affaires de prix qui baissent, qui montent, target price, machin, truc, ça ne concerne que la personne qui a passé du temps ici à lire ses rapports financiers, écouter des conférences calls, et il peut sortir de là avec un... Si je dis que Intuit vaut $500 ou bien $1000, ce n'est pas trop le $1000. Tu vas te dire, $1000, ça veut dire que c'est une opportunité d'investissement. Mais si j'ai pris 50 fois les bénéfices, est-ce que selon toi, 50 fois les bénéfices, c'est la bonne métrique? Le débat, il est là.
pourquoi ça ne serait pas la bonne métrique? Pourquoi ce serait la bonne métrique? C'est à ce niveau-là qu'on débat. Peut-être parce que bon, la croissance est au ralenti, les taux d'intérêt augmentent peut-être ici, et on a peut-être un risque dans un segment d'activité. Bref, tu colles tous ces éléments-là, et tu sors de là avec, OK, je paye 10 fois les bénéfices, je paye 15 fois les bénéfices ou ce genre de choses. OK? Donc, le plus important, c'est l'aspect qualitatif du business. L'aspect qualitatif ici, c'est tout ce qui permet ici de soutenir ces chiffres que vous voyez en date d'aujourd'hui. Comme je le dis toujours, les activités peuvent se détériorer ici avant que ça ne se voit réellement au niveau des chiffres. C'est la raison pour laquelle on passe plus de temps à comprendre les éléments derrière les chiffres plutôt que les chiffres eux-mêmes en date d'aujourd'hui. Parce que ces chiffres-là ne reflètent que l'activité d'hier. Or, vous n'achetez pas l'activité d'hier. Vous achetez ce que l'entreprise sera demain, en vous basant sur ce qu'elle a été hier, en sous-entendant qu'elle pourrait toujours rester à peu près au même niveau demain. Sous-entendre ne suffit pas. Sous-entendre se base sur quoi? Avantage concurrentiel, management compétent, taille du marché de plus en plus élevée, parce que la taille du marché est de plus en plus élevée sur certains segments d'activité au sein de cette compagnie, il ne faut pas le négliger. C'est peut-être un élément que je n'ai pas mentionné ici, mais voilà, vous allez trouver l'information ici. Mais grosso modo, ici, ça reste une entreprise intéressante au prix actuel. Maintenant, c'est à ce moment-ci qu'on voit les vrais investisseurs. OK? Si tu te poses la question si tu dois rajouter ou pas du tout, peut-être que c'est parce que dans ta thèse d'investissement, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que la réponse, elle est c'est oui ou non. Direct. Au sorti d'ici, tu sais que c'est oui ou non. OK? Et attention, je dis ça parce que voilà, peut-être que moi, je connais un peu Intuit et il est parfois normal ici de commencer. C'est quand on détient une entreprise qu'on apprend à la connaître. Donc, je peux parfaitement comprendre que vous soyez parfois dans le doute. Mais bon, comme d'habitude, je parle trop et je vais m'arrêter là. Et voilà, je rappelle ici que demain, on va procéder ici à une mise à jour au niveau ici de la tarification du bootcamp. Et je rappelle que le bootcamp commence le 1er du mois d'octobre. C'est uniquement réservé aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement. D'accord? Je vous laisse en description de la vidéo ici. Vous avez à peu près un lien vers le bootcamp. Vous avez une page qui va vous expliquer à peu près c'est quoi, etc. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. D'accord? Et comme je l'ai dit ici, le bootcamp vous donne droit ici à un an dans le top premium. Donc, vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble également. Et voilà. Hein. Donc, nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Pour moi, ici, je reste du même avis que précédemment sur le plan quantitatif par rapport à Intuit. Et ceci n'engage que moi. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et merci.